Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir Benjamin Planche, qui est le cofondateur d'Osmose. Et pour ceux qui ne connaissent pas le projet Osmose, tu vas un peu plus nous en parler, c'est le but de cette vidéo. C'est une aventure entrepreneuriale qui a commencé il y a 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans. Un peu plus, ouais, avril 2021. Ok, ah ouais, donc bientôt 5 ans, avec la mission d'enseigner aux enfants ce que l'école oublie trop souvent, à savoir les compétences psychosociales. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière? Concrètement, c'est une plateforme, avec des box physiques pour apprendre à gérer ses émotions, confiance en soi, relations aux autres. Et sur le papier, je me souviens quand tu m'en avais parlé, je trouvais l'idée géniale et on a été littéralement des milliers à trouver, l'idée géniale parce que le projet est parfait. Utilité sociale, communauté, soutien et pourtant, je crois que c'était l'année dernière, donc toi avec ton associé, vous avez, pris la décision d'arrêter la structure commerciale. Et aujourd'hui, on va donc pas seulement parler d'éducation, mais on va aussi parler de réalité business et on va voir pourquoi un projet qui a du sens, parfois peut, se heurter à un modèle économique, ou d'autres éléments à prendre en compte et comment vous avez pu rebondir, transformer cet échec, en tout cas cette expérience entrepreneuriale, en une notion de croissance. Donc déjà, Ben, merci d'être là et merci d'aborder le sujet. Tu veux te présenter et présenter le projet en quelques avant qu'on commence, en quelques lignes? Ouais, avec grand plaisir. Bah, écoute, merci à toi pour l'interview. Je pense que c'est la première interview que je fais pour, parler un petit peu de cet échec et de tous les apprentissages, qu'on a eus. Donc au fur et à mesure, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont me revenir, mais pour faire très simple, comme tu l'as dit, Osmose, on l'a vraiment créé avec un objectif, c'était de se dire: «Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école», qu'on est un très grand nombre à avoir découvert, de plus en plus nombreux tout du moins, à avoir découvert autour de la vingtaine, trentaine, quarantaine et très souvent le point commun de toutes les personnes avec qui tu peux discuter, qui ont découvert ça, que ce soit via des livres, via des séminaires, via des coachings ou même des personnes qui ont été un peu plus loin, qui ont eu des accompagnements un peu plus profonds. Il y a toujours cette remarque qui revenait de: «Mais pourquoi on nous a pas enseigné tout ça à l'école?» Et que ça soit en termes de confiance en soi, de communication, de gestion des émotions et le point commun de toutes ces personnes-là, tout le monde se disait: «Mais ça serait énorme l'impact que ça aurait si on nous apprenait tout ça, dès l'école, dès le plus jeune âge». Donc c'est en partant de ce constat-là qu'on a voulu avec mon associé, créer une boîte autour, de ces compétences-là. Ce qui est intéressant, parce que d'abord, au début, on savait pas forcément que ça s'appelait compétences psychosociales. Nous, on était Bah, ouais. vraiment sur confiance en soi, communication. Ce qui est d'ailleurs drôle parce que c'est un terme qu'on a appris au fur et à mesure et qui parle pas forcément à tout le monde. Non, compétent psychosocial, ça ressemble à un mot fourre-tout ou «Ah!» et tu sais pas vraiment ce qu'il y a derrière. Complètement. Mais en fait, c'est le mot officiel qui est utilisé dans l'éducation nationale, donc on appelle CLI, mais ça a peut-être été l'une de nos premières erreurs. Bref, on va y revenir, progressivement et pour faire très rapide sur le projet, de toute façon, on va y revenir, tout du long, mais au début, on est parti sur un produit physique. On avait aussi une envie, personnelle de revenir sur des produits physiques. On était tous les 2 issus du milieu, «internet» entre guillemets. On avait fait différents business sur internet. On avait une agence, auparavant et donc on avait l'envie d'être sur des produits physiques. Donc au tout début, Osmose, c'était vraiment une box où tu avais un livre sur un sujet, fondamental, comme la confiance en soi, pour le parent, un livre adapté, pour l'enfant et avec ça des activités, fun et ludiques pour, la mise en pratique et petit à petit le business a évolué vers des magazines. Ensuite, on est passé en numérique et après j'y reviendrai, par la suite, on est passé sur un système de parrainage auprès des écoles en France. Ouais, ouais, je me souviens, la toute première box, je l'avais reçue et elle était riche, hein. Il y avait, un livre, il y avait, hem, pas mal en plus, c'était bien foutu. On sentait qu'il y avait un peu d'artisanat, tu vois? Avec, les jeux et cetera, c'était bien. Donc pour, faire dans le gros cliché du business coach, le Le point dur, douloureux, urgent, reconnu que vous pensez résoudre, de manière urgente en 2021, c'était donc ça, ce créneau de OK, la confiance en soi, le psychosocial qui est pas, transmis aux enfants. Hem, à quel moment tu as pu sentir, toi ou ton associé, qu'il y avait un décalage entre l'importance du sujet parce que vous avez eu de bons retours? Parce qu'à ce moment-là, tu communiquais un peu sur Facebook, tu avais trouvé quelques ambassadeurs, personnels. Donc à quel moment tu as senti le décalage entre l'importance du sujet, l'emballement et la volonté réelle des gens de sortir la carte bleue? Parce qu'il y a toujours un décalage. Tu vois, ça, c'est une phrase de copywriter, je sais plus lequel, mais regardez pas ce que disent les gens, mais regardez, ce que fait la carte bleue et c'est très vrai. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait en plusieurs temps parce que tu as toujours l'emballement d'un début de projet, peu importe le business que tu lances. Toi, tu continues à accompagner des personnes, souvent des solopreneurs.
on a tous cette dynamique du début, où, bah, «rien ne nous arrête» entre guillemets. C'est vraiment cette dynamique du début qui nous lance. L'idée, c'est un peu d'être présent dans le creux de la vague. Il y a toujours une «redescente» entre guillemets, c'est d'arriver à savoir comment tu gères le creux de la vague. Et pour répondre à cette question, on s'est très vite rendu compte de l'utilisation du produit, en fait. Parce que c'est on a fait une campagne Ulule dès le début pour financer les 1 box. Donc pour faire très rapide, c'est des campagnes de crowdfunding. On a atteint assez rapidement notre objectif de 100 sans pour autant l'exploser, sans pour autant Mmh. déclencher un bouche à oreille. Et je me souviens très bien, d'un accompagnement qu'on avait fait, avec une personne, que je peux mentionner ici, qui était Alexandre Dana, le fondateur de Live Mentor, et qui nous avait dit dans le triangle vraiment de votre MVP, de votre minimum viable product, c'était d'avoir le bouche à oreille. Et en fait, avec le recul maintenant, on prend conscience que ce bouche à oreille, on l'avait pas forcément au début. Une fois qu'on a eu envoyé les box, on a bien vu que un, il y avait pas de bouche à oreille qui se déclenchait, et 2, dans l'utilisation du produit, beaucoup de personnes nous disaient: «Mais en fait, des livres, j'en ai déjà pas mal, donc j'ai pas encore pris le temps de lire le livre. J'ai pas eu le temps de faire les activités avec mon enfant». Mais pour autant, les gens nous disaient toujours: «C'est génial ce que vous faites, continuez». Et ça a duré pendant, je dirais au moins 1 an et demi, voire 2 ans, qui est vraiment ultra perturbant d'un point de vue business. C'est que ça soit même tes clients, tu vois? Et même tes clients qui en fait, du coup, pour reprendre ton exemple, en fait, mettent quand même la carte bleue parce qu'ils achètent quand même ton produit. Parce qu'ils sont convaincus du message, mais petit à petit, quand tu les appelles, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde et que je referai tout le temps. C'est vraiment, même si c'est des produits à bas prix, d'appeler ses clients, en fait, et de voir un petit peu ce qui s'est passé, comment ils ont utilisé ton produit. Et en fait, très vite, nous, on s'est rendu compte, et c'était ultra perturbant, et pendant 2 ans, on a vraiment tourné en rond là-dessus, de: «C'est génial ce que vous faites les gars, allez-y, continuez, mais j'ai pas eu le temps d'utiliser, les activités. J'ai pas trouvé le temps de lire le livre. On n'a pas trouvé le temps de se poser avec mon enfant pour faire ça». Et ça, avec le recul, en fait, je me dis: «On n'aurait pas eu besoin de 2 années», tu vois? Pour tourner en rond là-dessus. Je pense que dès les 6 premiers mois, ça doit être l'un des premiers warnings qui est vraiment ultra important. Ouais, donc si c'était à refaire, avec des si on mettrait Paris en bouteille, mais si c'était à refaire, comment tu l'appréhendes ce retour de: «C'est génial, mais» Je pense qu'avec le recul, c'était beaucoup passer plus de temps sur, en fait, ce «mais», et creuser beaucoup plus ce dont les personnes auraient besoin. Et tu vois, ta première question, tu disais, c'était quoi le besoin urgent que vous étiez en train de résoudre? C'est comme tu dis, c'est cliché d'une notion de coach business, en fait. Et j'ai fait pas mal d'accompagnement. C'est toujours intéressant. ouais, tu les connais, ouais. J'en avais parlé à ce moment-là, avec Julien Musi aussi, que tu connais bien, heu, qui est aussi coach business, qui a beaucoup d'expérience là-dessus. J'ai pas mal appris à ses côtés, et je me souviens d'un appel avec lui, mi-2022. On se disait: «C'est dingue, en fait, on en revient toujours aux mêmes bases, Ouais, mais mais toujours, on il y les a pas de on les connaît, mais en fait, quand tu as la tête dans le guidon, des fois, ah oui, tu peux complètement les oublier», tu vois? ouais. Tu peux complètement les oublier. Et nous, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'on a oublié, et que tu oublies d'autant plus quand tu es tellement convaincu par ton produit, par ta mission, enfin, d'autant plus par ta mission d'ailleurs que par ton produit. Tu en oublies en fait ces bases-là, et de se dire: «Mais en fait, à quel besoin concret on répond?» Et d'autant plus, je rajoute sur, un fait hyper important, il y a vraiment le besoin et qui est-ce qu'on ciblait, et on s'est très vite rendu compte qu'en fait, dans notre cible, c'était des personnes qui étaient déjà convaincues, qui avaient déjà un pied Oui, dans parce ce qu'on appelle couramment, j'aime pas forcément ce mot-là maintenant parce que ça veut tout et rien dire, et qui avaient déjà un pied dans le développement personnel. oui, parce que ton audience sur Facebook, c'était grandement ça, donc peut-être que tu étais dans une bulle qui était pas forcément hyper représentative de du parent entre guillemets «lambda», c'est pas péjoratif, mais qui était effectivement déjà convaincu et qui aurait, adoré voir un truc comme ça se développer et devenir mainstream. Mais entre guillemets moins sensible à ça, effectivement déjà il est pas sensible, donc sensibiliser, une audience, c'est hyper compliqué, en fait. Tu vois, si tu pas un mouvement national, tu vois, par exemple, les constellations familiales sont devenues hyper à la mode, entre autres parce qu'il y a eu la série télé, sur TF1 qui a mis ça en lumière. Donc tant mieux. Mais tu vois, s'il y a pas des fois, il suffit qu'il y ait un effet de mode et il y a des mouvements qui partent comme ça, quoi. Et effectivement, deuxième point, le «mais», je pense que la grosse objection, c'est: «Mais on est en couple, mais soit je suis pas en solo et j'ai pas le temps». Bah, tu vois, avec le c'est le «mais» un peu du quotidien de la vie qui fait que, Complètement. il y a pas de temps, quoi. Et puis on est parti, je pense que c'est une leçon hyper importante pour ton audience, et je le dis à voix haute parce que plus je le dis, plus je la retiens, pour moi. C'est qu'on est vraiment parti bille en tête sur cette idée de box, de livres avec des activités, sans avoir réellement fait une étude de marché. Et quand je parle d'étude de marché, des fois,
dans le milieu, là encore, des coachs business, c'est un bien grand mot parce qu'on va te dire: «Mais va directement sur ton marché, fais ton produit et puis tu vas voir directement». Mais je parle pas non plus d'une étude de marché énorme. À ce moment-là, j'avais échangé avec le fondateur des Mini-Mondes. Les Mini-Mondes, c'est vraiment une structure qui a explosé. Ils ont fait une levée de fonds, je sais pas combien, je sais plus combien exactement ils sont de salariés, mais ils touchent vraiment des milliers, voire des millions d'enfants avec des types d'activités sur le voyage, en fait. Et c'était hyper intéressant parce qu'en déjeunant avec le fondateur, lui, il me disait, il avait simplement passé, je sais plus combien de temps, mais quelques mois, à discuter avec une centaine de parents pour comprendre vraiment leur quotidien. Et je me souviens que à ce moment-là, il m'avait dit: «Bah, moi, ce qui était ressorti, c'était que les parents en avaient marre de jouer, aux pompiers en général avec les garçons et à la poupée avec la petite fille. Et que c'était un truc de: "On adore tous jouer avec nos enfants", mais ils en avaient marre». Et là, il avait détecté un vrai besoin où les parents avaient l'envie de changer. C'est là qu'ils ont sorti un van qui a été leur premier jouet. Un van, Je suis dessus, je connais ces boîtes, tu vois? Je vais regarder un peu. ouais, c'est une superbe start-up. Et c'est la même chose pour avoir échangé aussi, c'était il y a très longtemps, mais pour les fondateurs de PandaCraft, tu regarderas aussi, c'est des startups magnifiques qui ont vraiment explosé et qui là encore répondaient à un vrai besoin. PandaCraft, c'est vraiment comment j'occupe mon enfant en fait pendant les vacances scolaires, comment je les occupe le week-end et comment je peux leur proposer des kits d'activités qui sont vraiment fun, qui sont vraiment ludiques. Heu, Nous, on n'a pas passé ce temps-là suffisant, tu vois, pour se dire bah, finalement, comment vous aimeriez partager ces notions-là avec vos enfants? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous vous sentez capable de faire des activités de cet ordre-là? Avec le recul, tu vois? Et c'est pas une étude de marché qui aurait pris non plus 1 an. En fait, ça aurait simplement été mener quelques interviews, aller échanger avec les parents, qui nous auraient, je pense, déjà permis de mettre le doigt sur quelque chose. Ouais, ouais, ouais et c'est intéressant les 2 soient sur des modèles d'abonnement. Je vois là, je suis sur les 2 sites là et ouais et tu vois, c'est marrant parce que j'ai réagi à un post, d'une autre personne, qui est très bonne en marketing, qui a bossé dans les startups, hem, donc il connaît son sujet et justement qui parlait exactement de ce sujet de, et bien, il faut connaître son audience. Tu vois, des trucs hyper relous et que beaucoup de personnes disent: «Ouais, c'est bon Alex, ça je l'ai entendu 1000 fois, j'en peux plus». Ouais, mais en fait, à un moment, tu es obligé quoi, que tu sois thérapeute, maçon, start-upper ou autre, le b.a-ba en fait, tu vois, tu peux pas y échapper d'une façon ou d'une autre et c'est intéressant parce que, en fait, il y a plusieurs niveaux à valider. Un besoin général, après sous quelle forme, après avec quel message. Si c'était bien les objections, tu vois? Le «mais», c'est l'objection, beh, de temps, de peut-être la forme et cetera et après il y a aussi une réalité économique on va y venir, de produits physiques avec tout ce que ça comprend en coût et donc parce que toi, tu avais commencé avec un blog et après tu as fait de l'accompagnement en ligne donc c'est vrai que le numérique, c'est hyper confort, tout le monde peut y aller, mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui se casse la gueule parce que c'est tellement facile d'accès qu'au bout d'un moment, il y a aussi, cette logique-là à respecter. Mais cette logique de physique que tu as pas dans le online, mais forcément, il y a des marges à respecter, quoi. Hem, donc justement, donc vous avez choisi d'abord de commencer avec des box et des manuels. Qu'est-ce que ça change concrètement de vendre du physique plutôt que du numérique en termes de complexité? Ça change les marges, en fait, déjà. Première des choses, comme tu t'en doutes. Clairement, sur le côté marge, tu sais que tu vas commencer à faire du bénéfice sur ta rétention. Nous, pour rappel, Ouais. c'était des box qu'on envoyait tous les 2 mois. Donc en fait, tu sais que tu vas payer nous, on faisait énormément d'ads, donc c'est mon métier, de base, donc c'était un sujet que je maîtrisais à ce moment-là. J'avais encore quelques restes, donc on gérait derrière les campagnes ads, donc je faisais accompagner, à ce niveau-là. Tu as un coût d'acquisition client qui est assez élevé, qui peut des fois te coûter, en fait, tes 2 premiers mois de chiffre d'affaires. Ouais. Et tu sais que c'est sur la rétention, en fait, petit à petit et sur le volume que tu vas te faire justement, du bénéfice. Mais ça demande, en fait, là encore, quelque chose qui n'était pas assez bien posé à mon sens et c'est toujours facile de le dire avec du recul, c'est que ça demande un volume important, déjà, pour arriver à un certain, bénéfice et ça demande surtout, une trésorerie qui est importante dès le début pour démarrer. Ouais, pour pouvoir Même encaisser, ouais. dès le début, on en avait conscience de ça, on a fait des prêts bancaires pour pouvoir avoir les épaules, assez solides. En fait, c'était pas suffisant et c'est pas pour rien si on entend que certaines startups, c'est moins connu dans le milieu du coach business parce que du coup, c'est très, numérique, donc il y a pas tous ces effets-là, mine de rien, de produits. Mais sur certaines startups, elles ont l'obligation finalement de faire des levées de fonds. De mon avis, c'est vraiment quand tu sens que tu as envie d'accélérer.
Ça, c'est vraiment un avis purement personnel, mais je ferais pas une levée de fonds si j'ai pas confirmé vraiment l'intérêt, de mon produit. Mais pour accélérer, à un certain moment, en fait, il y a pas le choix sur des produits physiques tellement que les marges sont très faibles. O OK. Donc oui, 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 après, sur ce modèle-là, c'est du volume, c'est de la rétention, quoi. D'où le classique, plus c'est toujours plus facile de garder un client que de l'obtenir parce que si le coût d'acquisition est élevé, derrière ça va être compliqué. Donc tous ceux qui écoutent cette vidéo, travaillez votre, service pour vous faciliter la vie sur la fidélisation. Capital. Donc les débuts, vous les avez donc financés en quoi? Vous avez mis un peu de trésor perso et après vous avez fait un emprunt, c'est ça? Ouais, nous, on a mis du cash, perso dans la société. Tu démarres avec ton propre capital social, un peu d'apport en compte courant d'associé et on a tout de suite fait, un premier prêt bancaire et très rapidement, dans les 6 mois qu'on suivi, on a fait un deuxième prêt bancaire. On était à une période, où les taux d'intérêt étaient assez faibles, étant donné qu'en parallèle, je fais pas mal d'investissements immobiliers. J'avais conscience qu'on a la chance en France, mine de rien, quoi qu'on en dise, de pouvoir emprunter de l'argent Ouais, le et les bancaires, forcément, si le dossier est bien monté, c'est presque l'argent une exception, on dit. comment? C'est presque une exception, hein. C'est En presque fait. une exception et je pense qu'on l'oublie très souvent, en fait, la chance qu'on a à ce niveau-là, et comme on est, en fait, l'argent, en fait, ne coûtait rien à ce moment-là, l'argent était gratuite et je pense qu'on a eu du mal à prendre conscience de la période qu'on était en train de vivre à ce moment-là et c'était une opportunité énorme, aussi bien d'un point de vue immobilier, mais moi, j'ai eu envie d'utiliser ce levier-là aussi, pour le côté entrepreneurial. Ouais et petite parenthèse, ce que tu viens de dire là, ça me fait dire alors que c'était 2021 et déjà 2021, voilà, post-covid et cetera. Déjà en 2021, comme, les années avant, si tu écoutes le discours général, c'est: «Waouh, c'est la merde, ça va de plus en plus mal» et cetera et là, tu dis: «Putain, après, c'était trop bien parce que, l'argent était pas cher et qu'il y avait plein d'opportunités». Donc, c'est important à relever, tu vois? Ouais, Donc complètement. ouais. Et justement, est-ce que ça met la pression de bon, toi, tu avais l'habitude parce que tu as mené beaucoup de projets IMO. Est-ce que ça met une pression supplémentaire quand, soit c'est ta trésor, soit c'est la le un emprunt? Ou pas plus que ça? Ça met une pression supplémentaire parce que comme tu dis, j'avais quelques notions grâce à l'immobilier. Dans tous les cas, tu as un certain flux de trésor qui rentre, donc tu as vraiment un suivi qui est beaucoup plus important que sur un business, numérique si tu as pas d'endettement, qui est hyper important et j'ai trouvé ça moi hyper intéressant en fait. Il y avait vraiment aussi un côté challenge, découverte que, j'aime beaucoup. J'ai vraiment conscience que moi j'ai un besoin, j'aime beaucoup la diversité, me renouveler et du coup, c'était hyper intéressant de découvrir tout ce milieu-là de, comment gérer en fait sa trésorerie, comment gérer comptablement, comment gérer ses flux de trésorerie. C'était quelque chose qui était hyper intéressant, à ce moment-là. Je ne sais pas si ça te met plus de pression, mais on en revient toujours au même en fait. Si derrière les ventes suivent et que tu vois que tu as de la rétention et que tu vois que tu as du bouche à oreille, cette pression en fait, elle est vite dissipée. Là, la pression, elle est surtout arrivée parce que très rapidement, on a pu voir qu'en fait le produit prenait pas, donc ta trésor descend et en effet, tu démarres chaque mois, même si on a demandé un différé, on avait un différé au début. Très rapidement, au bout d'un moment, tu dois rembourser tes mensualités. Mais ce que je veux dire, c'est que la pression ne vient pas parce que tu as fait un prêt bancaire. La pression, elle vient parce que ton produit, en fait, ne part pas, le bouche à oreille ne part pas finalement. Donc, si c'était à refaire, je referais exactement pareil, voire j'emprunterais beaucoup plus dès le début, en fait. Ouais, 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 pour te mettre plus à l'aise. Complètement. Ouais, carrément, ouais. Et justement, est-ce que, quand tu portes un projet avec de fortes valeurs comme ça, ce qui est quand même, recommandé, est-ce que justement tu peux, plus facilement te voiler la face sur: «Ouais, ça marche pas», et cetera? Est-ce qu'il y a un moment où la foi, joue des tours? Ah bah, complètement et surtout sur un projet comme ça, moi, qui me tenait pleinement à cœur, tu c'est à double tranchant parce que tu as tellement la foi dans ton produit et dans ton projet, enfin surtout dans la mission qu'on portait et c'est hyper intéressant parce que c'était beaucoup plus dans la mission qu'on portait que le produit et c'est pour ça qu'on a fait énormément de changements parce que finalement, on était prêt à se dire: «Peu importe le produit qui fonctionne, il faut juste qu'on arrive à trouver la bonne adéquation avec le marché, avec notre cible et notre offre» et ce qu'on veut, nous, c'est faire rentrer ça dans les écoles, dans les familles et donc on va s'adapter et donc d'un côté, cette foi dans la mission que tu as, elle te permet d'être, je pense d'autant plus persévérant parce que tu le fais pas que pour toi. Tu le fais vraiment parce qu'il y a quelque chose qui, un bien gros mot qui te dépasse, mais qui te tient vraiment à cœur pour le coup. Mais en parallèle, je pense que tu te mets des œillères sur la réalité business et tu mets beaucoup plus de temps, comme je le disais en introduction. Nous, en tout cas, on a mis beaucoup plus de temps à se rendre compte de la réalité du marché
que si tu fais un business entre guillemets qui te tient moins, à cœur et où l'évidence, bah, tu vois les chiffres en fait qui ne collent pas et que ça fonctionne pas. Ouais, ouais, c'est toujours pareil, hein, il faut un pied dans la vision, le rêve, le doute des possibles et un pied dans la réalité. Pas les 2 pieds dans un endroit, sinon, tu planes, pas les 2 pieds dans l'autre parce que sinon, en fait, tu es un peu tu moins porté. Un pied dans le côté yin-yang, tu vois? Un pied dans le côté, avancé et cetera et un pied dans le côté, sécurité. Ouais, ouais, c'est intéressant. Alors du coup, les box, ça marche pas forcément. Vous avez essayé les parents, vous êtes passé sur les écoles, vous avez, hem, parrainé des écoles, vous avez eu des jolis parrains aussi, de beaux noms. Comment vous avez fait évoluer et à quel moment vous avez dit: «Bon OK, c'est bon, on arrête»? Bon là, je vais essayer de résumer au mieux, tu vois, il s'est écoulé je pense 2 à 3 ans. Déjà on passe toutes les activités qu'on avait fait au format papier, qu'on envoyait dans les box, par magazine et cetera, on passe tout en numérique. On fait la transition. À ce moment-là, on se rend compte qu'en fait notre base de clients, ça les choque pas tant que ça en fait qu'on passe en numérique. Bien au contraire, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils ont pas le temps de faire toutes les activités. Donc là, ils se disent: «En numérique, on va pouvoir aller piocher, on va pouvoir imprimer ce qu'on veut». Donc ça, c'est la première étape. Ce qui fait que là, nos marges en fait, si on revient un petit peu au cœur du business, sont complètement différentes. On a un coût de mise en place de la plateforme et cetera. Mais derrière, on commence à marger, beaucoup plus. Malgré tout, on se rend compte que petit à petit, ce qu'on aimerait vraiment et là, on en revient vraiment à ce qui nous touche, au plus profond, c'est que ça arrive dans les écoles. On a de plus en plus de clients qui sont des enseignants, qui se sentent un petit peu isolés, en fait, dans, leurs écoles. La problématique, c'est qu'on a d'un côté des enseignants qui sont un peu isolés et en fait, qui des fois dans certaines écoles, je me souviens de conversations improbables où en fait, notre abonnement était à 149 € à l'année et qui vont devoir passer par 40 000 demandes administratives pour avoir le droit de se financer, la bibliothèque et en plus, c'est même pas sûr qu'ils ne se fassent pas taper sur les doigts par l'inspecteur et cetera. Tout dépend des académies. En fait, tout dépend des académies, tout dépend des inspecteurs et je veux pas non plus remettre en cause, heu, tout le système parce qu'en fait, il y a des académies où ça se passe hyper bien, où les inspecteurs sont de plus en plus ouverts là-dessus et on oublie souvent, nous, on a pris conscience vraiment aussi que c'est la France, tout met beaucoup de temps, il y a beaucoup d'administratifs, mais quoi qu'on en dise, à toutes ces compétences-là et je pense qu'on y a contribué et d'autres startups, en fait, y ont contribué. D'autres startups qui, se sont aussi, cassées les dents, mais petit à petit, ont permis aussi que ça bouge, au sein du public. Mais pour revenir à ce que je disais, on prend conscience que dans les écoles, le financement, en fait, c'est beaucoup trop compliqué, surtout pour 149 € par an, tu passes une plombe. Mais d'un autre côté, on a toujours cette base vraiment d'ambassadeurs, de clients qui nous soutiennent depuis les débuts et qui sont, prêts, en fait, à financer ces activités-là pour que ça rentre dans les écoles. Et c'est là qu'on met, en fait, en place un système de parrainage pour cette bibliothèque. Donc pour rappel, à ce moment-là, là, la bibliothèque numérique, elle concerne tous les enfants de 6 à 14 ans. On a développé avec, des sophrologues, avec des thérapeutes, avec des psychologues pour enfants, plus de 250 activités. On se rend compte que, bah, les parents sont prêts à financer pour avoir un accès pour eux-mêmes et en fait, ça va nous permettre de donner la gratuité dans les écoles. Et je dois avouer qu'à ce moment, hein, C'est beau ça. on a vraiment l'impression. Je pense que là, ça fait au moins 2 ans et demi qu'on est sur le projet. Là, on a vraiment l'impression d'avoir hacké le truc et en fait, on se fait un décollage vraiment en fanfare sur le début. On a énormément d'interactions sur les réseaux sociaux. Ça part vraiment notre modèle à ce moment-là, c'est un petit peu, je sais pas si ça va te parler, Team for the Planet, qui s'appelait à ce moment-là Thank for the Planet. Non. Qui est, pour le résumer très simplement, ils sont carrément à une autre échelle, mais c'est une, holding qui lutte contre le changement climatique et qui se dit: «Bah, en fait, il y a beaucoup de citoyens qui se demandent: «Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça?» En parallèle, il y a des entrepreneurs qui ont besoin de financement pour développer leur start-up avec différentes solutions qui vont permettre de lutter contre ce changement climatique. En fait, ils lèvent des fonds auprès de citoyens pour réinjecter ces fonds-là dans des startups et tu cherches pas à toucher des dividendes ou autre et donc moi, je suis associé dans cette holding. Je sais pas comment on peut dire, mais pour moi, c'est plus une holding parce qu'ils réinjectent les fonds derrière dans les startups. Mais c'est énorme, ils ont levé, des millions, ils ont touché différentes entreprises et cetera. Le modèle, tous les 2 avec mon associé, on est aussi avec Team Force the Planet, à toute petite échelle, comme des milliers de citoyens, mais on adore le concept et petit à petit, en fait, on voit que les parrainages prennent et c'est un peu notre exemple à ce moment-là, Team Force the Planet. On se dit: «Mais en fait, depuis le début, on fait que de nous dire que notre message est génial, que les gens nous soutiennent à fond. On leur demande simplement une cotisation de 149 € et en parallèle, ça rend les choses gratuites dans les écoles». Ce qui nous a permis ce modèle-là de, donner des accès à plus de 1000 écoles en France, gratuitement, à l'ensemble de nos activités.
On a très rapidement, je pense au bout de 3 4 mois, un retour du bâton en fait sur là encore sur l'utilisation et la passerelle entre les parents et les enseignants. Parce que certains parents se disent: «En fait, moi, je me sens un peu gêné d'aller voir l'enseignante de ma fille, Ouais. lui dire: "Ah bah, je vous ai payé ces ressources-là pour vous parliez confiance en soi dans votre classe, en fait"». Et ça, c'est pareil, en fait, avec le recul, on le sous-estime complètement parce que nous, on est aveuglés par les différents retours qu'on a sur les réseaux sociaux. Tout le monde qui te dit: «C'est génial, le message est en train de porter». On a de plus en plus de personnes quand même qui achètent les choses, mais en fait, on se rend compte que la passerelle se fait pas forcément et donc les accès, même s'ils sont gratuits dans les écoles, ça se perd dans les emails parce qu'en fait, c'est un bordel monstre, les emails des enseignants. Il faut savoir qu'ils sont en libre accès et en fait, ils reçoivent des quantités monstrueuses de mails tous les jours. Donc même des enseignants qui ont l'envie, en fait, on reçoit des appels, on passe nos journées à gérer des enseignants qui nous disent: Ah ouais, «Ah, moi, j'ai pas reçu les appels. Ah bah, je sais pas que j'ai été parrainé». Des parents, des fois, qui nous disent: «Bah, moi, j'ai financé, mais j'ai pas trop le courage ou pas le temps, tout simplement, d'aller voir le directeur, d'aller voir l'enseignant pour lui expliquer les pots». Donc en fait, ils ont payé, nous, on a envoyé les accès à l'école. En fait, l'école est pas au courant qu'elle a ces accès-là et donc là encore, on se retrouve avec un problème d'utilisation et à un moment, on arrive à croiser toutes les statistiques et on se rend compte qu'en fait, trop peu d'écoles, vis-à-vis du nombre d'accès qu'on a donné gratuitement, qui utilisent les ressources. Et ce qui me fait tenir à ce moment-là, c'est qu'on a quand même certains enseignants qui sont ravis, qui commencent à utiliser les activités, le bouche à oreille part un petit peu. Donc c'est paradoxal parce qu'en fait, ça te fait un petit peu tenir ces enseignants-là qui sont hyper convaincus par ce que tu fais, tu vois vraiment que tu les aides. En fait, la grande majorité n'utilise pas assez les activités, même si c'est gratuit pour eux. ouais, ouais et c'est fou de se dire que, encore une fois sur ces points-là, tu vois, il y a tellement de paramètres pour que ça marche, tu vois? Et des trucs tout bêtes auxquels tu penses pas forcément. Mais voilà, effectivement, la gêne que peut avoir un parent, qui est complètement compréhensible, la mauvaise communication, enfin, il y a tellement de points, tu vois, que tu peux pas forcément anticiper Mmh. et qui créent autant de friction, quoi. Qui fait que, ça peut galérer au lieu d'exploser. Et donc là, OK, vous dites que bon, les écoles, c'est pas bon et ensuite? Bah, écoute, là, on se dit que les écoles, c'est pas bon, donc on doit être fin 2023 à ce moment-là, début 2024. On tente une dernière chose avec de la formation vidéo pour, les enseignants. On fait venir vraiment que des universitaires pour être sûr de pas se faire taper sur les doigts par l'éducation nationale. On fait venir, des docteurs en neurosciences, docteurs en philosophie. On tourne des formations vidéo pour les enseignants et là, c'est vraiment notre dernier, gros coup de collier, on va dire. On met en place les formations vidéo, ça a un certain coût pour notre trésorerie de payer toutes ces personnes-là, mine de rien, qui tournent les vidéos et cetera. Et en fait, là encore, on se rend compte qu'il y a trop peu de visionnage des vidéos, des formations et tu as toujours cette ambivalence. Tu as des personnes qui disent: «Ah mais c'est génial, c'est pile ce qu'il fallait, des formations vidéo». Toi, quand tu, t'occupes de tourner les vidéos, tu te dis: «Mais ça serait tellement génial si tous les enseignants pouvaient regarder juste ces bases de vidéos», tu vois? J'ai souvent le on bosse encore avec elle, avec, docteur Karine Bressan qui est spécialiste dans les neurosciences, qui partage des notions fondamentales sur, l'apprentissage, en fait et comment enseigner justement aux enfants, le droit à l'erreur, pourquoi il est si important et bref, toutes ces choses-là, on a beau en être pleinement convaincu, au bout d'un moment, la réalité vraiment nous rattrape. Nous, on commence à s'épuiser parce que ça fait quasi Ça va être 3 ans qu'on est sur le projet. Enfin, ça fait 3 ans qu'on est sur le projet. On a beaucoup de mal à se rémunérer, on se tire une très petite rémunération. Donc c'est à ce moment-là où on prend la décision, on ne l'annonce pas officiellement, mais nous, on commence vraiment à ralentir et à pivoter justement sur, du B2B en gardant notre clé sur ce côté compétences, psychosociales, mais en se disant: «On va aller parler de ces choses-là en entreprise» et on a aussi une autre prise de conscience, c'est qu'on se dit: «Mais c'est très bien de vouloir enseigner ces choses-là, aux enfants. En fait, si les adultes derrière sont pas préparés, ont pas un minimum de base, ça peut pas servir». Ouais, ça, c'est un des classiques, business, c'est, s'assurer qu'on parle aux décisionnaires, à celui qui a le budget. Un autre grand classique, hein. Et effectivement, et surtout quand la cible entre guillemets est mineure et que donc ça veut dire qu'il faut persuader 2 personnes. C'est enfin, le gamin de 6 ans, lui, il va être content de faire cet exercice, mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc beaucoup de réalité, business quelque part. Donc là,
pivot vers l'entreprise plus facilement? Quiz, ouais, on le monte en parallèle. Mon associé, en fait, dans le passé, a été manager d'une boîte d'une vingtaine de personnes. S'est énormément formé sur le management, des managers, certifiés, Opal, qui est une nouvelle manière de manager où on met beaucoup plus au centre le collectif et on sort un petit peu du manager où c'est vraiment uniquement, descendant. Et en parallèle, on voit la montée, des fresques, qui est une forme de formation interactive. Moi, j'aime bien l'expliquer comme ça, sur des formats assez courts, entre 3 et 4 heures. La fresque la plus connue, c'est la fresque du climat, qui est là encore pour partager un petit peu les enjeux du climat. Et donc, moi, pendant que je continue à maintenir l'activité, d'osmose, mon associé monte la fresque, commence à aller la faire dans différentes structures, différentes entreprises. On voit qu'on a d'excellents retours. On l'appelle donc ça s'appelle la fresque de la performance, collective et notre objectif, c'est d'aller toucher directement entreprises, collectivités et associations pour aller animer cet atelier qui dure 3h30 et on va partager vraiment des bases du management et surtout montrer que, l'épanouissement collectif va passer par l'épanouissement individuel et c'est là notre objectif, c'est surtout de sensibiliser toutes les personnes, salariés, managers, RH, aux notions de base sur la connaissance de soi, de l'empathie et la communication directement, au sein des entreprises. Ouais, et gageons que par effet ricochet et ça arrivera, aux enfants, à leurs enfants aussi. Complètement, complètement et du coup, là, c'est la réalité des faits qui nous a entre guillemets «rattrapés», où on se dit: «Bah, on garde quand même vraiment ce sens». Tu vois, il y a 2 semaines, on faisait une conférence justement auprès d'une vingtaine de managers entrepreneurs et moi, j'aime bien l'introduire de cette manière-là, en fait. Je dis: «La fresque est née d'un échec qu'on a eu dans le milieu, de l'enfance et on a pris conscience que si derrière les adultes ne prenaient pas conscience de l'importance de toutes ces compétences-là, bah, ça pouvait pas marcher auprès des enfants». D'où la naissance justement, de cette fresque-là. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien, ça fait un beau message. Heu, Justement, qu'est-ce qui te rend le allez, 2 questions encore et je te libère. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui sur ce parcours? Ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir été, au bout de mes convictions, dans le sens où je pense depuis que j'ai l'âge de 20 à 25 ans, tu vois? Je m'étais toujours dit que j'avais envie de lancer une start-up, un business, on l'appellera comme on veut, dans le milieu, de l'enfance, dans le milieu de l'éducation pour pouvoir partager, toutes ces notions-là qui, moi, ont eu un impact hyper important, dans ma vie. Donc ça me rend vraiment fier d'avoir essayé, d'avoir vécu cette aventure à 2. C'est vraiment un tout autre univers, mine de rien, de partager toute cette aventure à 2 plutôt que de la faire en solo. Je pense que je l'aurais jamais partagé et je suis hyper fier de comment on a vécu les hauts et les bas avec mon associé et d'être toujours resté en fait, soudés, sachant que des fois, il y en a un qui était vraiment dans le dur, l'autre qui l'aidait à se relever et vice versa. Et dernière chose, tu vois, juste avant de démarrer l'interview, je regardais, on a un dossier témoignage où, dès qu'on recevait des témoignages de personnes, en fait, très rapidement, je faisais un screenshot et je mettais tout dans le dossier. C'est bien Et ça. en fait, juste avant de démarrer l'interview, tu vois, je regardais, on est quasiment à 250 témoignages de personnes, en fait, qui nous ont dit, soit votre produit était génial parce qu'ils l'ont mis en application, ils ont adoré faire l'activité avec les enfants, soit simplement d'avoir porté ce message-là, ça a libéré la parole dans la famille, dans les écoles. Et ça, je pense, c'est la plus belle fierté, tu vois? Et je les garde vraiment précieusement, ces témoignages, de pouvoir les re-regarder et se dire: «OK, même si ça a été un échec, maintenant on a arrêté la structure commerciale». Moi, j'ai quand même envie de continuer à porter ce message-là, tu vois? Dans le milieu de l'enseignement, dans le milieu de l'éducation, toute l'importance de ces compétences psychosociales. Génial, super. Et dernière question, si demain quelqu'un vient te voir, avec une idée géniale pour changer le monde, c'est quoi le premier er garde-fou business que tu lui conseilles? Le garde-fou business. Ouais. Je pense ça va vraiment être les bases, mais si tu me parles juste de garde-fou business, j'avais plein d'autres idées, mais j'avais pas vu sur le côté garde-fou business, ça serait vraiment de s'assurer que tu vas répondre à un besoin et tu es certain que tu vas aider la personne à résoudre un problème, tout simplement. Et je pense que nous, là, avec le recul, en fait, on n'aidait pas à résoudre un problème, on l'a mal identifié dans tous les cas, ce problème-là. Et deuxième chose quand même, on en a pas mal parlé, mais te laisse pas aveugler uniquement par tes convictions. Ou alors si tu es vraiment convaincu, mais qu'il y a pas forcément parce qu'en fait, des fois, tu peux porter un message, mais il y a pas forcément un business dans le sens vraiment entreprise, start-up. En fait, monte une association. Nous, le nombre de fois incalculable où on s'est dit et là encore, on a beaucoup de chance en France. En fait, il y a des associations qui font un taf, mais monstrueux pour porter, leur message. On n'est pas du tout sur la même réalité business.
ils ont des mécènes, ils vont lever des fonds, ailleurs avec des fondations de grands. La logique est la même, hein. Et ça leur permet en fait d'avoir des fonds pour communiquer. Ils ont moins l'impression de la trésorerie. Il y a quand même une pression parce qu'il faut avoir ces mécènes, il faut lever les fonds et cetera. Mais tu cherches pas à vendre ton produit, tu cherches avant tout vraiment à aider la personne, à répondre à un besoin et ça change quand même pas mal la donne. Mmh. Ouais, c'est vrai. OK, super. Ben merci beaucoup. J'ai, adoré l'échange. C'était top de d'entendre ça et je te souhaite bonne continuation pour la suite d'Osmose et on te retrouve, je mettrai le lien d'Osmose, en dessous de la vidéo. OK? Merci à toi Alex. Super, merci Ben. À Salut. bientôt.